Ce lundi 26 octobre 2025, la ville d'El Fasher, capitale du Darfour Nord au Soudan, a sombré dans l'horreur totale. Des milliers de réfugiés qui ont réussi à fuir la ville. Je n'avais jamais entendu de tir aussi violent. Les appels au calme se multiplient en direction du Soudan. J'ai été blessé un jour où j'étais sorti de chez moi avec mon bidon pour aller chercher de l'eau à la... Aujourd'hui, nous avons hissé le drapeau de la liberté. Aujourd'hui, nous avons... Ils nous ont tout pris et nous ont laissés sans rien. Des milliers de civils massacrés, des hôpitaux détruits, des familles décimées et le silence presque total et assourdissant de la communauté internationale. Au plus haut niveau du secrétariat des Nations Unies, les responsables ont souvent fait preuve de lâcheté et de négligence. Mais comment le Soudan en est-il arrivé là? Pour comprendre ce qui s'est passé et qui continue de se passer, il faut remonter aux origines d'un conflit nourri par l'or, l'eau, la soif de pouvoir, mais surtout du racisme. Le Darfour est une région située à l'ouest du Soudan, un pays d'Afrique de l'Est bordé par la mer Rouge et voisin de l'Égypte, du Tchad, du Soudan du Sud et de l'Éthiopie. C'est une terre aride immense, à la fois riche en ressources et déchirée par des décennies de conflits. Et c'est ici que tout a commencé. À partir de 2003, le Darfour est le théâtre d'une rébellion de groupes armés issus des communautés marginalisées contre le régime central d'Omar el-Béchir, l'alors président du Soudan. Ce dernier réplique en armant des milices arabes locales, les tristement célèbres Janjaouides. Ces milices se livrent alors à des campagnes de terreur et de nettoyage ethnique contre les populations civiles non arabes. C'est ce qu'on appelle le génocide du Darfour, l'un des pires massacres du XXIe siècle, avec des centaines de milliers de morts. Les Janjaouides sont animés par une idéologie de suprématie arabe et de racisme anti-noir. C'est simple, pour les Janjaouides, l'arabe est au-dessus du noir et ce dernier, le noir, ne devrait même pas exister. Ils procèdent donc à brûler des villages entiers et commettent des viols et des meurtres de masse. Désormais, il y a deux armées dans le pays. D'abord, la milice privée d'Omar el-Béchir, les Janjaouides dont nous avons parlé, qu'il transformera plus tard en force de soutien rapide, les FSR, dirigée par Hemeti. De l'autre côté, nous avons l'armée régulière dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan. Nous sommes alors en 2011. Après des années de guerre civile entre le nord et le sud du pays, une séparation des deux est conclue. C'est la naissance du Soudan du Sud. Sauf que le Soudan du Sud, en se détachant, emporte avec lui plus de 70% des ressources pétrolifères du pays, ce qui plonge le Soudan du Nord dans une crise sans pareille. Les prix explosent, la vie devient de plus en plus difficile. De l'autre côté, privé de sa principale source de revenus, dont le pétrole, qui l'aidait à maintenir son pouvoir, el-Béchir voit son système fragilisé. C'est ainsi qu'en 2019, le peuple descend dans la rue pour réclamer son départ, exaspéré. Cette fois, c'en est de trop. Les deux généraux de l'armée, Hemeti et le général al-Burhan, sentent le vent tourner et choisissent de s'allier au peuple au détriment de leur chef. Ils renversent donc tous les deux el-Béchir et l'envoient en prison, marquant ainsi la fin de 30 années de répression et de dictature. Enfin, c'est ce que le peuple a cru en ce moment-là. Après la chute d'Omar el-Béchir, c'est al-Burhan qui devient de facto le dirigeant, l'homme fort du pays. Il exerce le pouvoir avec et aux côtés d'Hemeti. Les deux, par contre, ne tiennent pas leur promesse de remettre le pouvoir à des civils. Une fois de plus, le peuple descend dans la rue, cette fois encore pour exiger la démocratie. Et finalement, en 2020, al-Burhan décide de remettre le pouvoir au peuple, mais à une condition essentielle, que le FSR, dirigé par Hemeti, cesse d'être une branche indépendante de l'armée, soit fusionné dans l'armée officielle du Soudan et placé sous son contrôle à lui, sous le contrôle du général al-Burhan. C'est là le point de cassure. Voyez-vous, Hemeti avait déjà son autonomie. Ses hommes, le contrôle sur une grande partie des ressources pétrolifères et aurifères du pays. Il est en quelque sorte lui aussi un président du pays. Lui demandait de tout laisser pour être aux ordres d'al-Burhan. Pour lui, c'était le Rubicon à ne pas franchir. L'idée ne lui convient pas. Il est courroucé. Il décide donc de s'engager dans un conflit armé direct avec al-Burhan lui-même pour prendre les rênes du pays. Le rêve du Soudan pacifié s'évapore rapidement. Le 15 avril 2023, Hemeti envoie ses hommes dans la résidence d'al-Burhan. Ce qui va suivre est très déterminant pour le reste de l'histoire du pays. Les hommes d'Hemeti arrivent chez al-Burhan, ouvrent le feu.
Le but est clairement d'en découdre avec lui une fois pour toutes. Les hommes de l'armée régulière aux ordres d'Al-Bourhan ripostent. L'homme échappe de très près. Mais désormais, le glas est sonné. C'est la guerre. Désormais, ce sont les deux factions de l'armée qui s'affrontent pour savoir qui sera le nouvel homme fort, le nouveau maître du pays. C'est le début de la guerre civile au Soudan du Nord. Des quartiers entiers, des villes entières sont bombardées. Les étrangers évacuent le pays. Au Darfour, les FSR et leurs alliés reprennent les méthodes brutales des années 2000 que nous avons vues. Ils assiègent les villes encore fidèles à l'armée et ciblent des civils perçus comme proches du camp adverse ou appartenant à des groupes ethniques rivaux. Des atrocités sont signalées dès 2023, par exemple à El Geneina, capitale du Darfour Ouest, où les FSR sont accusés d'avoir massacré jusqu'à 15 000 personnes de l'ethnie massalite. Le massacre d'El Fasher en octobre 2025 n'est pas un fait isolé, mais l'aboutissement tragique de ce cycle de violence. El Fasher était malheureusement la dernière ville du Darfour encore sous contrôle de l'armée régulière. Puis mai 2024, plus d'1 million de personnes s'y étaient réfugiées pour échapper au combat. Malgré le siège implacable imposé par les FSR pendant 1 an et demi, les habitants assiégés ont survécu tant bien que mal, réduits à manger de la nourriture pour bétail faute de ravitaillement. Les miliciens avaient érigé une barrière de 56 km autour de la ville pour bloquer toute entrée de vivres ou de médicaments et empêcher les civils de fuir. Le Soudan est un pays riche, du moins riche en ressources minérales. C'est le 3e plus grand producteur d'or en Afrique. 10% du trafic maritime mondial passe par là à travers le détroit de Bab el-Mandeb. C'est un carrefour entre l'Afrique et le Moyen-Orient. Le point de passage des deux Nils, le Nil bleu et le Nil blanc. Le Nil bleu étant le fleuve le plus long d'Afrique, dont l'Égypte dépend lourdement pour sa survie. Disons que le Soudan est un territoire convoité pour plusieurs raisons et par plusieurs acteurs. C'est à cause de tout cela que le conflit soudanais n'est plus qu'une affaire purement interne. Plusieurs puissances étrangères, plusieurs acteurs étrangers jouent un rôle clé en armant, finançant ou soutenant les belligérants. Par exemple, les Émirats arabes unis sont accusés de soutenir Hemeti, eux qui sont considérés comme le principal financier des FSR, à travers l'or soudanais qu'ils achètent chaque année. Et il faut aussi dire que les Émirats collaborent également avec les forces régulières pour obtenir des concessions dans les ports soudanais. Puis il y a l'Éthiopie, qui ouvertement ne participe pas au conflit, mais que cela arrange. En effet, depuis que le conflit a pris une toute autre envergure, les discussions sur la manière dont l'eau du Nil devrait être régulée dans le cadre du grand barrage de la Renaissance en Éthiopie ont été arrêtées, parce que visiblement, il n'y a pas d'interlocuteur avec qui discuter. Situation qui met mal à l'aise l'Égypte, qui dépend grandement de cette source d'eau vitale pour son économie, mais qui arrange l'Éthiopie, qui a d'ores et déjà conclu le grand barrage. Parlons d'Égypte. Le voisin du Nord a historiquement toujours eu des liens étroits avec l'armée soudanaise. Le Caire craint par-dessus tout l'instabilité à sa frontière sud et la montée en puissance d'une force paramilitaire incontrôlée, dont les FSR. Les autorités égyptiennes soutiennent prudemment le camp de l'armée régulière, perçu comme le garant traditionnel de l'ordre au Soudan. Un autre acteur clé et non des moindres dans ce conflit n'est nul autre que la Russie. Le groupe paramilitaire privé Wagner, Africa Corps, lié au Kremlin, est actif au Soudan depuis 2017, où il a obtenu des concessions aurifères en échange d'un soutien politique et militaire au régime El-Béchir. Wagner a aidé à entraîner et armer les forces sécuritaires soudanaises pendant des années. Lorsque la guerre a éclaté en 2023, Wagner est devenu un allié clé des FSR des Métis, leur acheminant des armes modernes, par exemple des missiles anti-aériens et des équipements en provenance de bases russes à l'étranger. En parallèle, Moscou aurait également négocié avec le camp adverse. Le général Al-Bourhan aurait reçu des offres d'assistance militaire russe en échange de l'établissement d'une base navale russe à Port-Soudan sur la mer Rouge. Vous savez, j'aurais aimé terminer cette vidéo en vous disant combien un chevalier blanc venu de contrées occidentales, quelque part dans le Caucase, où les États-Unis viendra mettre fin à ce conflit pour sauver ces pauvres nègres qui se meurent. Mais de toute évidence, cela ne sera pas le cas. Et vous comprendrez pourquoi si vous avez été attentif à tout ce qu'on s'est dit jusqu'à présent.
Parce qu'il faut comprendre que tous les acteurs présents actuellement au Soudan, ils sont pour défendre leurs intérêts. Il faut que cela soit dit. Et c'est de bonne guerre. Parce qu'en relation internationale, j'aime le dire, j'aime le marteler, c'est De Gaulle qui le disait, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Je le dis parce que malheureusement, dans notre manière de concevoir et dans notre rapport à l'autre, en termes de relations internationales, nous Africains, il semble que nous n'ayons pas encore pleinement intégré le fait qu'il n'y a pas d'amitié. Tout le monde qui vient pour ses intérêts, y compris la Russie. De là où je suis, je peux déjà voir Donald Trump dans quelques semaines se lever et dire, écoutez, moi, le garant de la paix dans le monde, le gendarme du monde, je vais mettre fin à cette guerre fratricide au Soudan. Elle n'a que trop duré. Omettant de mentionner que parfois, certaines de ces guerres où on vient jouer les pompiers, en réalité, c'est nous-mêmes qui les avons allumés. Lorsque je dis nous, je parle de ces grandes puissances-là. On vient donc jouer aux sapeurs, aux pompiers pyromanes. Omettant de dire que lorsqu'on vient pour soi-disant mettre fin à un conflit, on y vient parce qu'il y a des ressources et non pour les êtres humains. Vous savez, cette communauté internationale à géométrie variable et cette humanité à géométrie variable qui veut qu'un Ukrainien mort vale plus qu'un Soudanais qui est mort, c'est ça qui nous exaspère. Mais ce qui m'exaspère personnellement, encore plus, c'est le fait de l'incongruité, de l'incohérence qu'on retrouve dans notre discours, dans nos discours, nous, Africains. À gauche, nous disons notre volonté, nous disons tout, notre volonté d'émancipation. Non, nous voulons nous détacher de ces bailleurs de fonds qui nous dictent nos politiques internes. Nous voulons nous détacher du joug de cette communauté internationale. Mais à gauche, c'est nous les premiers à courir vers eux, les supplier de venir résoudre pour nous nos conflits. Et à la fin, lorsqu'ils viennent et qu'ils prennent les ressources, nous sommes les premiers à nous plaindre. Lorsque je lis tous ces rapports, lorsque je regarde toutes ces cartes, la question qu'il me vient à l'esprit de me poser, c'est où est passée la communauté africaine? Je ne parle pas que de l'Union africaine, qui de toute évidence a montré ses limites, et ce n'est pas moi qui le dis. Je parle de la communauté africaine, parce qu'on a bien l'impression que la seule chose que nous partageons désormais, c'est la mélanine et notre volonté à jacasser. Mais dans le concret, il n'y a rien du tout. J'aimerais terminer ceci en rappelant que lorsqu'on parle du Soudan, on en parle comme un pays qui serait sur une autre planète, sur Mars. Notre ignorance de la géopolitique et de la géographie africaine et de la proximité de nos pays fait qu'on se désintéresse de certains conflits. Mais je veux rappeler que le Soudan est très proche, tellement proche de certains de nos pays. Un pays comme le Cameroun, par exemple, n'est séparé du Soudan que par un seul pays, le Tchad. Ce qui signifie que ce qui est en train de se passer au Soudan peut littéralement avoir des répercussions au Cameroun. Et si cela a des répercussions au Cameroun, sans doutez bien que ça aura des répercussions au Gabon. En Centrafrique, je vous laisse faire vos propres analyses. Mais je vous laisse aussi avec cette question. Comment expliquer le mutisme et le désintérêt de la communauté africaine et de l'Union africaine face à ce qui se passe au Soudan? Si vous avez une réponse, je vous invite à me la donner en commentaire. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. C'était un peu triste. On se laisse sur cette note. Vous êtes de plus en plus nombreux à télécharger notre application Infomédia, à nous suivre là-bas, suivre notre contenu non censuré. Je vous encourage à télécharger l'application si vous ne l'avez pas encore fait. Je suis Livingstone Amand pour Infomédia, le média qui vous apporte le narratif africain sans complaisance et sans condescendance. À très bientôt.